Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Bruno Girvaud, directeur du Palais des Beaux-Arts et du Musée de l'Hospice Comtesse. Merci d'être si nombreuses et si nombreux pour ce qui va être notre première conférence Un midi, un expert en ligne. Donc je vous demanderai de bien vouloir être indulgent parce que pour nous c'est un exercice nouveau, c'est la première fois qu'on le fait. De même que pour notre intervenant Christian Briand qui a bien voulu se prêter à cet exercice qui est également neuf pour lui. Cette conférence, en fait, vous le savez, se fait à l'occasion d'une exposition Raoul Dufy qui se tient au Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors je dirais qui se tient ou qui devrait se tenir et qui devrait être ouverte. Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, vous ne pouvez pas accéder à cette exposition qui vous attend depuis déjà quelques semaines. C'est la raison pour laquelle, puisqu'elle n'est pas accessible, nous avons absolument tenu à maintenir cette conférence sous une forme dématérialisée, de manière à pouvoir vous communiquer le plus d'informations possible à son propos. Je fais quelques préalables techniques avant de présenter Christian Briand sur le fait que vos micros sont coupés. Alors ça, c'est délibéré de notre part. Mais je vois que vous l'avez appliqué, qu'il est mieux que vous coupiez vos caméras pour plus grande fluidité de la conférence. Enfin, et ça a été annoncé dans les messages, si vous voulez bien poser vos questions dans le cadre du fil de la conversation, et c'est moi qui les récapitulerai et les poserai à Christian Briand à l'issue de sa présentation. Voilà, alors un petit mot sur Christian Briand avant de lui céder la parole. Il a été longtemps en poste au musée des Beaux-Arts de Lyon, l'autre, le grand frère, je dirais, en région du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et puis il a rejoint en 2007 le Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, où il a d'abord été en charge des arts graphiques et il est aujourd'hui responsable du service des collections modernes. Donc c'est quelqu'un qui s'est spécialisé à la fois dans l'histoire des avant-gardes historiques, mais qui, et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons aujourd'hui, s'est concentré sur l'œuvre de Raoul Dufy, puisqu'il a été commissaire de pas moins de 5 expositions, dont la première et qui a fait date donc une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1999 jusqu'à la dernière, il y a un peu plus de 2 ans, sur les ateliers de Perpignan au Musée d'art Hyacinthe Rigaud en 2018. Voilà, il me reste plus qu'à céder la parole à Christian Briand. Christian, c'est à vous. Merci beaucoup Bruno, bonjour à toutes et à tous. Alors mes remerciements vont d'abord à l'équipe bien sûr du Palais des Beaux-Arts qui a bien voulu me confier cette causerie sur les dessins de Raoul Dufy. Je n'oublie pas non plus Cordelia Hattori qui est la commissaire de l'exposition que nous verrons, je l'espère, très bientôt et qui est l'auteur de la brochure qui sert de catalogue à l'exposition. Et Cordelia Hattori, très aimablement, a fait appel à mes petites connaissances pour essayer d'identifier un peu, de préciser l'historique et même parfois les titres des œuvres qu'elle comptait montrer. Je la remercie beaucoup de cette collaboration extrêmement fructueuse et elle a fait d'ailleurs d'intéressantes découvertes dont je vous ferai peut-être part tout au long de cette présentation. Alors, c'est vrai que c'est à l'occasion d'une exposition comme celle-ci, Raoul Dufy, Londres, Paris, New York, c'est son titre, organisé par le Palais des Beaux-Arts, qui est en fait exclusivement ou quasi exclusivement composé d'œuvres qui appartiennent au Centre Pompidou. Je vais tout de suite vous expliquer pour quelles raisons. Et c'est dans ce contexte, il m'a paru, qui sont donc mises en dépôt au Palais des Beaux-Arts, il m'a paru intéressant de vous présenter l'entièreté du fonds dont est issu ce dépôt lillois, avec ses plus belles feuilles, bien sûr, et puis ses caractéristiques les plus singulières. Alors ce fonds, qui appartient donc au Centre Pompidou, est très, très méconnu pour deux raisons. D'abord par sa nature, puisqu'il s'agit de dessins, donc il y a des conditions de conservation assez drastiques, mais surtout en raison de sa dispersion. Car le Palais des Beaux-Arts de Lille, n'est pas le seul musée en France qui a reçu des œuvres provenant du Centre Pompidou. Alors un petit mot d'histoire. En fait, l'ensemble de ce fonds, ou du moins la très très grande majorité, provient du legs de la veuve de Raoul Dufy, Émilienne Dufy, qui était morte en 1962, donc presque 10 ans
après l'artiste, et par testament, elle léguait l'ensemble de sa collection à l'État français, mais avec une condition très, très explicitement indiquée dans le testament, qu'il soit diffusé dans le plus grand nombre de musées français. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Les œuvres sont rentrées dans le giron de l'État, ont été inventoriées au Musée national d'art moderne, qui n'était pas encore le centre Pompidou. Et immédiatement, les conservateurs de l'époque, dont Bernard de Rival, ont procédé à la distribution des œuvres en essayant de faire des lots assez cohérents, assez conséquents, selon les lieux de destination. Et c'est donc ce qui s'est passé pour le Palais des Beaux-Arts de Lille, mais également pour 28 autres musées de France qui ont chacun reçu des lots plus ou moins importants d'œuvres. Et celui de Lille est tout à fait intéressant. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. En tous les cas, dans cette présentation, j'essaierai le plus souvent possible de vous montrer des œuvres que vous n'avez pas encore découvertes dans l'exposition. Donc, je vous propose, pour commencer, de parler chiffres. Que contient cet ensemble? Et d'abord, combien d'œuvres? Le fonds du Centre Pompidou comprend 1200 dessins de Dufy. Alors quand je parle de dessins, c'est vraiment au sens large, hein. Bien sûr les crayons, les mines graphites, mais également les aquarelles. Il y a également 400 estampes, dont beaucoup en fait sont des tirages d'essais de qualité difficile à exposer. À vrai dire, je n'en parlerai pas beaucoup, aussi un petit peu tout à l'heure. Et puis aussi un ensemble tout à fait exceptionnel de carnets de dessins. Il y a 27 carnets de Dufy conservés au cabinet d'art graphique au Centre Pompidou. Et cette question des carnets est vraiment une question en soi qui mériterait d'ailleurs une autre présentation, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a également des peintures dont je ne parlerai pas non plus aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais la collection de Madame Dufy comprenait 168 œuvres d'art plastique, peintures, céramiques et œuvres textiles. Donc vous le voyez, c'est une collection tout à fait considérable qui constitue d'ailleurs encore aujourd'hui l'un des fonds numériquement les plus importants pour un maître moderne au Centre Pompidou. Alors ce fonds Dufy est très, très divers en qualité, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais aussi techniquement. La plupart des techniques traditionnelles du dessin y sont représentées. Vous en verrez beaucoup tout au long de cette présentation, mine graphite, encre, fusain, pastel, gouache et autres. Alors, pour vous présenter cet ensemble, j'aimerais dans un premier temps vous donner un aperçu de cette collection en l'abordant typologiquement, non pas par technique ou matière, mais plutôt par grande catégorie iconographique. Je n'ai pas inventé la poudre, mais cela vous permettra de découvrir ou redécouvrir des pans importants de l'œuvre de Raoul Dufy. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais mettre l'accent sur deux grands ensembles de dessins qui ont servi à Raoul Dufy à concevoir deux chantiers de nature très différentes et qui ont joué un rôle tout à fait essentiel dans sa carrière et pour sa renommée. Enfin, je finirai en jetant un regard critique sur cette collection, en interrogeant notamment la notion intéressante de fonds d'atelier. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite à voir des images. Voici, donc je vous l'annonçais, un petit regard sur la collection par typologie. Alors bien sûr, vous le savez, la plupart d'entre vous, Raoul Dufy est surtout connu comme un paysagiste. C'est vraiment d'ailleurs en héritier de l'impressionnisme qu'il a produit ses premières peintures autour de 1900, avant de devenir un des artistes du mouvement fauve. Et voici un premier paysage qui, à vrai dire, ne vient pas du legs de Madame Dufy, mais qui, étrangement, avait été acquis par l'État en 1937, donc au moment de pleine gloire de Raoul Dufy, qui était en train de montrer aux Parisiens sa grande peinture de la fée électricité, dont je reparlerai. Et l'État français décide d'acheter un lot de dessins très, très anciens de Dufy, puisqu'ils ont plus de 30 ans. Mais cet achat nous permet donc de découvrir une œuvre très précoce de l'artiste. Vous voyez, mine graphite, c'est déjà un bon format. Nous sommes en 1900. Alors je vais assez vite dans cette mini-rétrospective du paysage dessiné dans l'œuvre de Dufy, mais je m'arrête un tout petit peu sur ce dessin qui est un unicum dans la collection et je ne connais pas beaucoup d'exemples
de dessin de ce type, c'est en effet une œuvre préparatoire pour une peinture plus ou moins fauve de 1903. Alors je n'ai malheureusement pas retrouvé l'image en couleur de ce tableau qui appartient à une collection particulière américaine, je crois. Mais c'est un dessin tout à fait caractéristique de cette période que l'on va bientôt appeler fauve, avec, vous voyez, ce trait assez vigoureux et ce hachurage qui en fait annonce les couches de peinture qui viendront dans un second temps. Alors, Dufy a également préparé des peintures de sa période fauve dans ces fameux carnets dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Alors ici, nous sommes en 1908. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un dessin de grand format. C'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques, je trouve, de l'œuvre dessinée de Dufy, c'est que très tôt, il utilise des grandes feuilles, des beaux papiers d'ailleurs. C'est un artiste qui assez tôt, finalement, dans sa carrière, a eu la possibilité d'acheter des lots de papier de grande qualité qui ont plutôt bien vieilli. Alors ici, Dufy est à Paris, il était installé depuis plusieurs années en compagnie d'Othon Friese, peintre normand comme lui, et cette grande feuille représente en fait la vue de l'atelier de Dufy sur Paris, depuis son atelier de la rue Séguier, pas très loin de la place Saint-Michel. Et d'ailleurs, dans le fond de ce dessin, vous apercevez le clocher de Saint-Germain-des-Prés qu'il pouvait apercevoir depuis son atelier, appartement sous les toits. Vous voyez que c'est déjà un dessin fait au fusain, donc d'une très grande autorité. On sent l'artiste très à l'aise dans les emplacements, notamment de la partie de paysage du premier plan. C'est une feuille qui n'est pas unique dans sa production, mais je vous ai montré sans doute la plus belle. Alors, autre œuvre, alors pardon, je m'excuse par avance de la qualité de certaines images, qui n'est pas toujours exceptionnelle, mais ce dessin, en tous les cas, est exceptionnel. Il est en dépôt, donc vous voyez, au Musée des Beaux-Arts de Nice, puisque Nice fait également partie des musées qui ont reçu des pans du legs d'Emilienne Dufy. Et là, nous avons vraiment affaire à un dessin tout à fait exceptionnel, contemporain du cubisme. Alors, Dufy a un peu participé à l'aventure du cubisme aux côtés de Georges Braque à l'Estaque en 1908, puis il a assez vite abandonné ce style. Il en a été un épigone pendant quelques mois simplement. Mais l'empreinte du fauvisme est encore très présente dans ce très beau jardin public à Hyères, avec cette compression des éléments urbains et vous voyez aussi apparaître déjà ce goût pour le décoratif, avec le végétal qui prend une place tout à fait importante. Alors là aussi, c'est une des grandes, vous savez, dans un fond de dessin, il y a toujours deux catégories. Il y a les dessins autonomes et puis les dessins préparatoires pour d'autres compositions qui peuvent être des peintures. Et c'est le cas pour ce grand dessin qui a donné lieu à une peinture que malheureusement je n'ai jamais vue, qui figure au catalogue raisonné, rédigé par Madame Guillon-Lafaille, mais qui n'a pas reparu depuis. Alors, nous changeons de période, nous sommes en 1919, un fusain. C'est la période où Dufy quitte Paris pour s'installer dans le sud de la France et il va réaliser toute une série de très beaux fusains, encore une fois sur des grandes feuilles, représentant Cannes, ses environs et surtout Saint-Paul, le village de Saint-Paul, qui donnera lieu à plusieurs peintures en 1919 et dans les années qui suivront. Et là aussi, vous le voyez, le végétal est très présent. On n'est pas très loin de l'univers de Matisse, même si les deux artistes ne s'entendaient pas forcément très bien à l'époque. Mais ces palmes au premier plan que l'on retrouve souvent dans la peinture de Dufy à cette époque évoquent évidemment l'univers d'Henri Matisse, qui lui aussi a évidemment beaucoup fréquenté cette région. Et puis, il y a des paysages qui sont aussi surtout des intérieurs. Celui-ci est un peu unique, là aussi, dans la collection du Centre Pompidou. C'est un souvenir d'un important voyage au Maroc que Dufy a fait en compagnie de Paul Poiret. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Il a produit beaucoup d'aquarelles là-bas, qui ne sont pas dans notre collection. Il en a fait une exposition chez Bernheim Jeune en 1921, si je me souviens, 27, si je me souviens bien, qui avait été un succès extraordinaire. Et nous avons dans la collection ce remarquable intérieur à Demnat, c'est une ville marocaine. Vous voyez, l'artiste utilise la mine graphite, mais également fait grand usage de l'estompe pour donner beaucoup de relief à cet intérieur magnifiquement rendu. Alors, je parlais de dessins préparatoires et d'autres qui n'étaient pas. Vous avez ici sous les yeux une œuvre qui est en dépôt à Lyon,
et qui est une œuvre assez autonome, qui ne correspond pas vraiment à une peinture. C'est une feuille plutôt sur papier de couleur, comme vous le voyez, même si je ne suis pas très sûr des couleurs de cette reproduction. Une œuvre tout à fait typique de l'univers graphique de Dufy, avec en partie centrale une figure mythologique, une amphitrite, et puis tout autour dispersés des éléments qui reviennent incessamment dans son œuvre, les voiliers, les chevaux, la mer, les vagues. Il y a une façon chez Dufy de toujours revenir au même thème, au même sujet, dans tous les matériaux possibles. D'ailleurs, c'est ce qui fait une grande partie du charme de l'œuvre de cet artiste. Et puis pour finir cette très rapide anthologie des paysages du fond du Centre Pompidou sur papier, ce dépicage, une œuvre tardive de l'artiste, on est dans les dernières années, Dufy meurt en 1953, et c'est une œuvre tout à fait caractéristique de la fin de sa période, où il se passionne pour les effets de l'éblouissement solaire, hein, quelque chose qu'il avait découvert dans les années 20 à Nice. Finalement, regarder le soleil de face, c'est être dans le noir finalement, et c'est toute la série des cargos noirs qu'il réalisera à cette époque. Mais vous avez déjà cet effet, avec sa partie sombre qui semble englober le travail de dépiquage qu'il retiendra souvent à cette période. D'ailleurs, la toute dernière œuvre peinte par Dufy, juste avant sa mort, est un dépiquage, un tableau inachevé qui appartient à la collection du Centre Pompidou. Alors, une autre catégorie importante chez Dufy, c'est la mode, c'est les arts décoratifs. Alors, très rapidement, je vous montre des choses qui appartiennent à la collection. Dufy entre tôt en contact avec le couturier Paul Poiret. Il va beaucoup travailler pour lui sur une période assez restreinte, notamment au sein de la petite usine. Donc nous avons, vous voyez, un dessin qui représente cet atelier dans les beaux quartiers de Paris. Et c'est dans cet atelier que Dufy, à la demande de Paul Poiret, va concevoir ses premières toiles inspirées par son bestiaire. Des toiles imprimées qui vont connaître un succès absolument retentissant. À cette époque, Dufy travaille pour la maison Martine, qui est la maison de couture et de parfum de Paul Poiret. Il décore ses fêtes somptueuses, il fait son papier à lettres. Et vous avez ici une composition décorative qui a servi soit pour une invitation, soit pour une publicité de Paul Poiret. Alors, autre contribution, ce sont les contributions de Dufy à la Gazette du Bon Ton, qui était une charmante revue de mode qui est parue à partir des années 1920, qui a été dirigée par un homme de presse qui s'appelait Lucien Fogel, et Dufy a fait un certain nombre de croquis représentant des robes de Dufy. Car il faut bien avoir en tête que Dufy lui-même n'a pas conçu de vêtements, il a conçu les tissus, et surtout il les a représentés notamment pour des magazines comme ici, ou pour des publicités. Voilà des dessins d'après des tenues de Paul Poiret, qui sont sans doute des études pour la Gazette du Bon Ton, et puis même une publicité, un projet de publicité pour les robes de l'été 1920 conçues par son ami Poiret. Alors, on peut s'étonner dans le fond de ne pas trouver ces maquettes de tissus tout à fait extraordinaires dont Dufy a été un extraordinaire créateur. Et c'est en effet, il va assez vite quitter Poiret au moment où il va signer des contrats avec la maison de soirée lyonnaise Bianchini-Ferrier, et c'est pour Bianchini qu'il va créer un très grand nombre de ces maquettes de tissus, et un seul figure, c'est celui-ci, celui que vous avez sous les yeux, un seul figure dans la collection du Centre Pompidou, mais à vrai dire, ce n'est pas étonnant. Car quand on regarde le contrat qu'il y a Dufy à Bianchini-Ferrier, les dessins revenaient à la firme lyonnaise, et donc il ne les a finalement que très peu conservés. Alors, deux œuvres de grande qualité aussi qui sont en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Nantes, pour celui que vous voyez à gauche, ce sont de grandes gouaches tout à fait extraordinaires, où
où Dufy donne libre cours à sa fantaisie et son goût aussi pour la météorologie. Hein, vous voyez cet orage accompagné d'un arc-en-ciel qui surplombe la Tour Eiffel et le paysage de la Seine. En fait, il s'agit d'un projet pour une tapisserie, et même pour une tapisserie qui donnera lieu à un paravent qui appartient aujourd'hui à la collection du Mobilier National. Et puis, les tapisseries de Beauvais lui demanderont aussi des projets. Vous avez un bel exemple sur la partie droite. Alors, je voulais vous montrer cette œuvre, bien sûr pour son sujet, je vous demande un instant, mais également pour sa technique. Car il s'agit, vous le voyez affiché sur votre écran, d'un cyanotype, donc d'un procédé à la fois graphique et photographique, fait sur un papier sensible, que Dufy va utiliser à de nombreuses reprises, j'exagère, à plusieurs reprises. Il a découvert ce procédé pendant la Première Guerre mondiale. Il était dans une caserne à Vincennes, et c'est sans doute là qu'il a découvert ce procédé, qui est intéressant pour lui, d'abord parce que c'est un papier bleu, il aime ce contraste du blanc et du bleu, d'ailleurs qu'on le retrouvera dans la céramique de Dufy un peu plus tard, mais surtout c'est un procédé qui permet des agrandissements. Et donc ça peut être très utile pour un artiste décorateur qui conçoit donc un dessin, qui peut le faire agrandir. Et ici vous avez sous les yeux le carton d'une tapisserie, la tapisserie Amphitrite, qui a été tissée à plusieurs exemplaires. Alors, je parlais de publicité tout à l'heure. Dans le fond, il y a deux œuvres qui relèvent directement de cet art de la publicité. Ce sont deux affiches. Une affiche pour une exposition orientale à la Bibliothèque nationale en 1927, qui représente un éléphant. Vous allez le retrouver incessamment, puisque je vais vous parler du bestiaire. Et puis, une œuvre qu'à vrai dire, j'ai complètement découvert à l'occasion d'un récollement, c'est-à-dire un récollement pour les non-initiés, c'est la vérification que toutes les œuvres inscrites à l'inventaire sont bien présentes dans la collection, et de temps en temps, on peut faire des découvertes, et c'est à ce moment-là que j'avais découvert cet extraordinaire dessin et aquarelle représentant un comédien français pour un premier film cinématographique réalisé par la Comédie Française. Alors on me demande de monter un peu. J'avoue que je ne sais pas trop comment procéder. Enfin, j'espère que tout le monde peut m'entendre. Bon, vous me ferez signe si ce n'était pas le cas. Bon, on me dit qu'on m'entend bien. Alors, une autre catégorie qui est très bien représentée dans ce fond du Centre Pompidou, ce sont les portraits. Alors, on n'identifie pas forcément l'art de Dufy au portrait. Effectivement, c'est plutôt dans les années 30 que Dufy s'est intéressé au genre, mais vous allez le voir tout de suite, on connaît des portraits plus anciens, et notamment un portrait d'un modèle qu'il avait sous la main en permanence, sa propre épouse, Émilienne Dufy, donc notre donatrice, dans les années 1960. Il l'a souvent représenté. Je parlais tout à l'heure de l'influence du cubisme, hein, et elle est évidente, me semble-t-il, dans un dessin comme celui-ci, qui est d'une qualité tout à fait extraordinaire, qui est peu connu, qui est en dépôt au musée de Grenoble. Et voici deux autres dessins que je voulais vous montrer pour vous montrer la diversité des matériaux qu'utilise Dufy dans son œuvre graphique. Ici, il s'agit d'un très beau crayon bleu. Il n'y a pas beaucoup de dessins au crayon bleu dans l'œuvre de l'artiste. Et vous voyez Madame Dufy à droite qui pose pour un nu. Elle est également nue d'ailleurs sur la gauche, mais son buste repose sur un assez baroquisant voilà, enfin, tissu qui est d'un très très bel effet, avec un trait d'une grande vigueur, pardon, et qui fait de ces dessins vraiment une des belles pièces du fond du musée de Grenoble, qui, vous l'avez peut-être déjà compris, a donc reçu prioritairement des portraits d'Émilienne Dufy. Alors on reconnaît souvent
Madame Dufy, au petit élément qu'elle a sur le menton. Vous voyez, une sorte de petite bosse qui apparaît toujours systématiquement dans chacun des portraits que Dufy a fait d'elle. Vous le voyez ici, dans une très belle aquarelle sur papier, sans doute vers 1916. Et puis, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer la transposition de ce genre de portrait sur un autre support, sur un carreau de céramique. Celui-ci a été offert par Dufy à son épouse en 1924. Et puis, une autre catégorie de portraits qui est assez fréquente aussi dans le fond du Centre Pompidou, ce sont les portraits d'écrivains. Souvent des écrivains qui ont peu ou prou collaboré avec Dufy, qui a beaucoup pratiqué le genre de l'illustration de livres. Alors vous avez ici un beau portrait de Paul Claudel, un portrait du critique Gustave Cocchio. Vous avez cette figure assez extraordinaire dont Pablo Picasso a fait un très célèbre portrait en 1901, qui se trouve d'ailleurs dans la collection du Centre Pompidou. Et puis un portrait de Fernand Fleuret, qui est une figure très importante. Je ne vais pas trop y insister, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais c'était aussi un écrivain havrais qui a beaucoup compté pour Dufy, qui a d'ailleurs illustré à plusieurs reprises certains de ses ouvrages. Et puis quelques personnalités parisiennes, comme la parfumeuse et couturière Helena Rubinstein, un dessin qui a d'ailleurs été montré il n'y a pas très longtemps dans l'exposition consacrée à Helena Rubinstein au Musée d'art et d'histoire de judaïsme. Et puis un très très beau portrait, un peu méconnu, de Madame Wakefield Maury, qui était la femme d'un collectionneur de Dufy, dont la collection est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Menton. Et puis, je vous montre aussi ici un portrait un peu exceptionnel dans la carrière de Dufy. C'était une œuvre de commande, une famille anglaise qui avait demandé à Dufy un portrait collectif de la famille. Donc c'était une famille, vous le voyez, amoureuse d'équitation et des chevaux. Donc Dufy les a représentés en pleine nature, dans un sous-bois, chacun monté sur un équidé, et vous le voyez dans le fond. Alors c'est la grande peinture qui se trouve dans la collection du Centre Pompidou. Il y en a une deuxième version à la Tate à Londres, qui est en fait la deuxième des deux versions, parce que celle-ci n'avait pas eu l'heure de plaire à la famille. Et puis dans le fond, nous avons effectivement beaucoup de dessins préparatoires, des carnets aussi, pour chacun des membres de cette famille. Et je n'ai pas résisté au plaisir d'isoler pour vous cette grande aquarelle qui représente les deux garçons qui sont dans l'autre sens, sur la partie gauche de la peinture. Et puis, je parlais des modèles de Dufy. Ici, vous reconnaissez peut-être Ambroise Vollard, qui a été un des très très grands galeristes du début du XXe siècle, qui a collaboré avec Dufy, qui a commandé des livres illustrés à Dufy, notamment à Virgile, qui n'a pas pu se faire en raison de la mort brutale de Vollard en 1939. Mais voici un dessin et une estampe qui sont en rapport étroit avec un vase de céramique, là aussi, réalisé par Dufy. On nous retrouve le visage d'Ambroise Vollard sur la panse de ce très beau vase. Et puis, puisque nous parlons des marchands de Dufy, un des marchands de Dufy était Étienne Bignoux, et Dufy a représenté à plusieurs reprises le fils du marchand, et je vous montre le très beau et grand portrait de Michel Bignoux, qui donnera lieu à une peinture que vous voyez sur la droite, qui appartient également au Centre Pompidou, mais qui me paraît un peu moins réussi que le dessin lui-même. Et puis, je parlais de Matisse tout à l'heure. Certaines œuvres y font beaucoup penser. L'italienne que vous voyez ici, une œuvre de 1920, très maticienne d'allure, effectivement. Elle a d'ailleurs été reproduite dans un ouvrage contemporain de Dufy, ce qui n'est pas le cas de La jeune fille à la bicyclette, 1936, donc on n'est pas loin du moment des congés payés, comme vous le savez. Ici, c'est un dessin très moderne qui représente une jeune fille très moderne. On pense aussi à Fernand Léger, qui à la même époque représente souvent des jeunes filles avec leur bicyclette. Donc deux très beaux portraits d'anonymes cette fois. Et puis il y a une catégorie qui est d'ailleurs bien représentée dans le fond du Palais des Beaux-Arts de Lille, ce sont les dessins que j'aurais tendance à appeler les dessins de reportage. Car en effet, Dufy
est véritablement un artiste de la vie moderne. Il aime représenter la modernité, des équipements modernes notamment. Dès qu'il voyage, il sort son carnet ou ses feuilles et il se met à l'ouvrage. Et je commence cette petite section en vous montrant un dessin qui figure et qui figurera toujours quand vous la visiterez dans l'exposition du Palais des Beaux-Arts, qui est une feuille tout à fait extraordinaire. Alors là, je suis très, très reconnaissant à Cordélia Tori, la commissaire de l'exposition, parce que c'est elle qui est arrivée à prouver, à démontrer. Je n'étais pas trop sûr du lieu représenté, mais elle a trouvé le lieu, la Royal Academy de Londres, et la date, 1932, puisque c'est à ce moment-là qu'a eu lieu une grande exposition d'art français chez nos voisins outre-Manche. Et c'est une feuille évidemment très, très séduisante, hein, par son couleur, par son pointillisme. D'ailleurs, je pense que Dufy est un peu entraîné par sa représentation des œuvres de Georges Seurat. On reconnaît bien en haut à gauche la parade de Seurat, qui se trouve aujourd'hui au musée de Chicago, si ma mémoire est bonne, ou au MoMA à New York. J'avoue que là, j'ai un blanc. Et puis on reconnaît même le pont de Mincy de Cézanne, qui est dans les collections du musée d'Orsay, à droite de la porte. Donc c'est un dessin qui relève bien sûr d'un genre qui est ancien déjà dans l'histoire de l'art, qui est celle de la représentation de la peinture dans la peinture. Et Dufy, ici, en livre une version très, très séduisante. Il y a une deuxième feuille, un peu moins aboutie, même si celle-ci est également inachevée, qui est également sur les cimaises de l'exposition lilloise. Alors, dessin de reportage. Je reviendrai là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'encre autonome dans la collection du Centre Pompidou. Celle-ci est une des plus saisissantes, d'abord par sa qualité, hein, son expressivité, et puis également par le sujet représenté, un sujet très moderne, c'est la boxe, évidemment. Alors ce n'est pas la première fois qu'un artiste moderne représente un boxeur, c'est un thème qui a été beaucoup traité, notamment dans les années 1910. Mais ici, Dufy représente un combat qui a réellement eu lieu, auquel il a assisté, un match entre Primo Carnera et George Cook. Le premier était italien, le second était américain, et ils se sont affrontés à l'Albert Hall de Londres en mars 1932, et Dufy a rempli, tout en les voyant combattre, un carnet que conserve également le Centre Pompidou, où très très rapidement il essaie de retenir les mouvements des deux boxeurs. C'est l'Italien d'ailleurs qui gagnera le combat. Et puis un autre dessin qui se trouve à Lille, que vous verrez donc, et qui représente une scène de festivité, hein, c'est le bal des petits lits blancs au cercle interallié, une très belle gouache sur papier. D'autres reportages, Dufy en a réalisé un certain nombre dans les années 30. Par exemple, nous avons beaucoup de dessins qui représentent les funérailles de Paul Painlevé au Panthéon en 1933, ou alors celle du maréchal Lyautey à Nancy, et la même année 1934, celle du roi Albert Ier à Bruxelles. Donc c'est étrange cette spécialisation dans les représentations de funérailles qui, entre nous, ne donne pas lieu à des chefs-d'œuvre absolus. Alors, le couronnement d'un monarque inspire davantage Dufy, me semble-t-il, et c'est le cas avec cette superbe gouache qui représente le passage du carrosse de la reine Mary au moment du couronnement de George VI, le père donc de la souveraine actuelle, et donc une très très belle composition où Dufy installe trois drapeaux. Hein. Le drapeau est vraiment quelque chose qui le retient depuis la période fauve au moins, et d'ailleurs toute la composition n'est qu'un immense drapeau, puisque vous avez la partie verte, partie violette au centre et partie rouge sur le côté, et les figures finalement se réduisent à quelques silhouettes à la mine graphite noyées dans ces plages de couleurs. Car vous le savez, l'une des grandes inventions de Dufy, depuis les années 20, c'est la dissociation de la couleur et du dessin. Alors, un paysage urbain cette fois, et à New York, qui est également à Lille, et c'est encore une fois Cordélia qui a identifié très précisément le magasin de vêtements pour hommes
que Dufy s'est plu à représenter dans cette très belle aquarelle. Et puis, plus stupéfiant encore, et là c'est vraiment une preuve de l'attrait de Dufy pour la modernité, il est sans doute un des tout premiers artistes, occidentaux en tous les cas, à ma connaissance, à représenter un studio de télévision. Ici, celui de la chaîne ABC à New York. On est en 1950. Dufy fait un séjour thérapeutique aux États-Unis, j'y reviendrai peut-être. Et donc, il a peut-être été accueilli dans ce studio pour une interview, car Dufy est arrivé auréolé d'une grande gloire à New York en 1950. Alors, après cette première partie, j'aimerais mettre l'accent sur deux grands chantiers de Dufy extrêmement différents, que même tout oppose en termes d'échelle. Il s'agit d'un livre d'un côté, Le Bestiaire de Guillaume Apollinaire, et d'un décor monumental de l'autre, qui n'est autre que la fée et l'électricité. Alors, d'un côté, on est dans le domaine de la gravure, de la petite échelle, et de l'autre, de la peinture absolument monumentale. Les périodes aussi sont très différentes, puisque le Bestiaire de Guillaume Apollinaire, dont je vais vous parler, date des années 10, alors que la fée et l'électricité relève de la période des années 30. Alors, si je voulais insister sur cet extraordinaire ouvrage, l'un des plus beaux ouvrages illustrés du début du XXe siècle, c'est que le fond que conserve le Centre Pompidou comporte sans doute la grande majorité des dessins préparatoires de Dufy pour ses gravures sur bois. Alors, je vous montre déjà une gravure qui n'appartient pas, qui est un peu antérieure au Bestiaire d'Apollinaire. C'est une étude pour la danse. Dufy a été initié à la gravure en 1906. Il fait ses premiers essais en 1907-1908 à Marseille, mais ses premières grandes gravures, qu'il juge d'ailleurs suffisamment de qualité pour les présenter au salon, notamment au salon d'automne de 1910, c'est une série de 4 gravures, dont la danse, dont je vous montre une extraordinaire étude, une sorte de collage, un bricolage. Dufy a découpé en effet un premier tirage de sa gravure, et puis il a complété le paysage. Il a découpé une autre figure qu'il a retournée sur le côté. Donc c'est une feuille tout à fait étonnante qui montre vraiment l'artiste au travail et travaillant au plus près de son matériau. Mais allons cette fois au Bestiaire. Alors, le Bestiaire est composé d'un grand nombre de planches qui illustrent donc de très courts, très brefs poèmes d'Apollinaire. Ce sera d'ailleurs le tout premier livre poétique publié par Apollinaire, après L'Enchanteur pourrissant, qui n'est pas un livre de poésie, illustré par André Derain. Et donc le Centre Pompidou possède pratiquement toutes les études pour chacune des planches. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous, je ne veux pas trop dépasser le temps imparti. Vous voyez le Dauphin, par exemple, nous avons plusieurs études, dont l'une assez proche du texte d'Apollinaire, qui représente plusieurs dauphins. Puis vous voyez qu'à l'extérieur du cadre, il y a un navire. Dans la deuxième étude, vous voyez que le dauphin est désormais solitaire et que le bateau est rentré dans la composition, et c'est ce qui sera également dans la version définitive de la gravure. Alors ne vous étonnez pas, bien sûr, c'est le dernier dessin est à l'envers, puisque le travail de la gravure oblige l'artiste à travailler dans l'autre sens, bien sûr, parce que c'est Dufy lui-même qui grave ses bois. Voici un autre exemple avec la chèvre du Tibet. Là aussi, on voit que Dufy peine un peu à trouver l'emplacement des petits éléments architecturaux qui se déplacent entre la première version et la deuxième version, finalement plus proche du bois. Alors l'éléphant, dont vous avez déjà vu une image pour une publicité des années 30, parce que Dufy a incessamment réutilisé les images qu'il avait conçues en 1910-1911 pour le Bestiaire d'Apollinaire dans le domaine textile, mais également dans tout autre domaine, céramique ou autre. Et pour l'éléphant, nous avons la chance d'avoir une étude à l'encre, ce qui est plutôt rare pour cet ensemble de dessins. Vous voyez que dans un premier temps, il avait pensé à un éléphant sur lequel se balançait un palanquin. Il va abandonner cette idée
pour cette extraordinaire figure d'un éléphant qui se retourne vers le guépard. On ne le distingue pas forcément, le guépard qui s'apprête à se jeter sur le pachyderme. Voilà, un autre exemple de travaux préparatoires, c'est pour Orphée 1. Il y a 4 représentations d'Orphée dans le livre d'Apollinaire. Vous voyez une première version qui met en place les éléments de façon un peu sommaire, au lavis d'encre, et puis un dessin beaucoup plus abouti, et ici d'ailleurs de très belles factures. C'est un peu une première pour Dufy, la représentation du nu masculin, qui n'a pas encore beaucoup traité. Voilà, un autre dessin pour une des images les plus fameuses du recueil, la carpe, surdimensionnée dans un des bassins du château de Versailles. On aperçoit dans le haut de la composition. Et puis le serpent. Et je vous ai mis pour finir cette présentation sur le bestiaire, un possible projet de couverture pour le recueil qui en est dépourvu. La couverture du recueil d'origine est muette, il n'y a pas d'image. Donc on peut penser que Dufy avait prévu une composition mettant en scène Orphée entouré de tous les animaux et qui n'a finalement pas été retenue, peut-être pour des raisons financières. Alors, avant de passer à ce deuxième grand chantier très très bien documenté dans le fond du Centre Pompidou, je voudrais vous dire un mot sur une production assez extraordinaire. C'est la production de guerre de Dufy. En effet, à partir de 1914, c'est la fin du système des salons, des galeries. Il va peu ou prou abandonner la peinture et se consacrer avec passion à une entreprise d'imagerie, à la façon des images d'Épinal, de l'imagerie pèlerin notamment, et dans un but de propagande. Il va même aller au ministère de la Guerre, proposer ces images. On l'accueillera en souriant et en le raccompagnant aimablement à la porte. Mais Dufy a énormément travaillé ces images de propagande. Il y a tout un ensemble de dessins. Je vous en épargne le descriptif, hein, mais vous avez ici 2 exemples d'estampes produites par Dufy appartenant à cette production. Voici le deuxième grand chantier qui fait l'objet d'un grand nombre de dessins. Pour le bestiaire, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons 150 dessins préparatoires pour ce livre. Et pour la électricité, ce sont plus de 200 dessins de grand format que nous conservons et qui ont servi à la réalisation, à la conception et à la réalisation même de ce gigantesque décor que Dufy avait prévu pour le pavillon de l'électricité et de la lumière à l'exposition universelle de 1937, un fameux bâtiment qui était dû à Robert Mallet Stevens. Et c'est une compagnie privée, une compagnie électrique privée qui a commandé à Dufy ce gigantesque décor que je pense beaucoup d'entre vous ont dû voir, puisqu'il est visible en permanence au Musée d'Art Moderne de Paris, au Palais de Tokyo. Alors c'est une peinture qui est réputée être la plus grande du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas non plus si c'est très, très important. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une composition qui a demandé beaucoup de travail à Dufy et à ses assistants, dont son propre frère, Jean Dufy. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de mettre en lumière, c'est le cas de le dire, l'invention de l'électricité. Donc Dufy autour d'une centrale électrique, qui est la partie centrale de sa composition, surmontée de divinités de l'Antiquité, réparties à droite et à gauche de larges paysages, truffés d'équipements électriques ou bénéficiant de l'électricité, et puis tous les savants qui ont contribué à la domestication de cette source d'énergie sont représentés un par un. Alors pour cette composition, Dufy a fait plusieurs, je parlais de dessins de reportage tout à l'heure, c'est un peu le cas pour ce laminoir de 1936 qui est en dépôt à Roubaix. Nous avons 2 autres très très beaux dessins représentant ces machines monstrueuses qui vont beaucoup l'inspirer pour la réalisation de ce décor. Nous avons également
des études pour le décor lui-même. Alors voici une très belle feuille qui montre le milieu du décor avec la centrale électrique qu'il a réellement visité pour les besoins de la chose. Le panthéon des divinités dans un nuage, dans la partie haute. Et voici quelques-uns des très nombreux dessins que nous conservons. Alors, nous avons plusieurs études pour cette Minerve, qui apparaît donc dans le haut du décor. Nous avons des détails sur la centrale électrique, et puis pour les savants, nous avons pratiquement tous les savants représentés. Vous avez ici un très beau portrait de Léonard de Vinci. Alors la légende veut que Dufy ait fait poser des comédiens français, des acteurs de la comédie française, pour ces personnages. Je ne suis pas sûr que ce soit entièrement vrai. Alors voici la méthode qu'il a adoptée, qui est assez étonnante à considérer. Alors j'ai pris l'exemple de Blaise Pascal et Galilée, tout simplement parce que le Palais des Beaux-Arts de Lille ne conserve qu'une seule peinture du fond Dufy, et c'est celle-ci, qui n'est rien d'autre qu'une étude pour la fée électricité. Les deux personnages représentés sont Blaise Pascal et Galilée. Ils sont sur la partie droite du décor. Et dans la collection du Centre Pompidou, nous avons ces deux dessins qui n'ont donc pas suivi, comme ils auraient pu le faire, cette peinture. Un Pascal nu et un Pascal vêtu. Car en fait, Dufy revient à la vieille méthode davidienne, qui faisait poser les personnages de ces grandes scènes historiques d'abord nus avant de les habiller. Et c'est exactement ce qu'il fait pour beaucoup des personnages de la fée électricité. Vous voyez donc la figure nue et puis vêtue sur le côté. Alors il y a une chose qu'il faut savoir sur l'usage que Dufy a fait de ces grandes feuilles. En fait, nous savons qu'il a réalisé donc ces dessins pour qu'ils soient photographiés, et les plaques de verre ont été projetées sur le décor lui-même. Et ses assistants reprenaient le dessin sur cette grande diapositive. Il utilisait une lanterne qui existe toujours, que j'ai pu voir encore récemment dans l'atelier de Dufy, impasse de Guelmas. Et lui revient in fine pour améliorer la figure que ses assistants ont commencé à brosser. Donc une méthode tout à fait à la fois traditionnelle, académique d'une certaine façon, et très très moderne, puisqu'il est l'un des premiers à travailler sur une projection d'un dessin sur sa toile, en l'occurrence sur ces parois de la fée électricité. Je vous présente d'autres dessins préparatoires, je ne vais pas trop insister car je vois que l'heure tourne. Ce sont des dessins intéressants parce que ce sont des variantes par rapport à la peinture réalisée. Voici un autre dessin préparatoire. Évidemment, les spécialistes ne manquent pas de le remarquer, c'est la mise au carreau, donc le quadrillage de la feuille qui doit faciliter le report de la composition sur la peinture finale. Voilà. Pour finir, je voudrais réinterroger cette notion de fond d'atelier, parce que je crois que cette collection Raoul Dufy au Centre Pompidou est tout à fait emblématique de ce qu'il faut comprendre de cette catégorie de collection. Qu'est-ce qu'un fond d'atelier, à vrai dire? C'est évidemment ce qui reste dans l'atelier, quand l'artiste est disparu, quand son héritier disperse le fond de l'atelier. Et dans le cas de Dufy, on peut se demander dans quelle mesure ce fond, est-ce qu'il est vraiment représentatif de la production sur papier de Raoul Dufy? Ceux parmi vous qui connaissent bien l'œuvre de l'artiste se sont peut-être étonnés de ne pas avoir vu défiler sur cet écran, depuis que je vous parle, toute une série d'œuvres attendues. Je pense au thème des régates, des chevaux, des champs de course, des bouquets de fleurs aux couleurs éclatantes, ou même des orchestres. Tous ces sujets sont, à vrai dire, très très peu représentés dans la collection parisienne. Et d'ailleurs, une chose qui est frappante, c'est la sous-représentation des aquarelles dans ce fond. Nous avons surtout affaire à un fond de dessin, pour dire rapidement les choses, en noir et blanc. Et par ailleurs, on constate aussi qu'il y a très peu de ces grandes encres autonomes, un peu à la façon de celles représentant les deux boxeurs à Londres que je vous montrais tout à l'heure, ou l'usine pour la fée. Ces feuilles sont assez rares.
Lorsqu'on regarde la bibliographie de Dufy de son vivant, consacrée au dessin, il y a eu régulièrement des livres, des articles consacrés à Dufy, dessinateur. Ce sont toujours les encres qui sont mises en avant. C'est vraiment, Dufy est considéré comme un dessinateur à l'encre, et bien sûr un aquarelliste de tout premier plan. Donc, ces deux catégories ne figurent pas dans ce pot, ou très peu, disons plutôt marginalement. Il faut donc le reconnaître une bonne fois pour toutes, le fonds du Centre Pompidou a sans doute été délesté de ses œuvres sur papier les plus commerciales, et c'est normal, du vivant même de l'artiste en raison de son énorme succès et de la demande pressante de ses marchands. Mais on peut aussi penser que dans les presque 10 années qui séparent son décès et celui de Madame Dufy, il y a eu également des ventes, des œuvres les plus séduisantes. C'est pour cette raison que finalement, ces grandes catégories ne sont pas très présentes dans la collection. Alors, pour l'illustrer, je vous montre un magnifique dessin représentant un intérieur à Constantine, hein, une œuvre de 1930, mais vous le voyez, c'est un dessin qui est inachevé, qui n'était pas véritablement vendable. Autre aquarelle, et Dufy en a fait à plusieurs reprises. En 1949, il est à l'époque, il habite à Perpignan, il a un atelier juste au-dessus de la place Arago, il assiste à des carnavals, hein, il est impotent, il est sur un fauteuil roulant, et il dessine la foule, il échantillonne les couleurs. Ce ne sont pas des œuvres véritablement vendables, commerciales, ce sont plutôt des notations qui appartiennent à son laboratoire intime pour réaliser plus tard d'autres compositions. Et puis l'intérêt d'un fonds d'atelier, c'est qu'on y fait des découvertes. Je vous parlais tout à l'heure de l'affiche pour la Comédie Française. Voici un dessin tout à fait étonnant, et d'ailleurs, à ma connaissance, complètement inédit. Je l'ai daté vers 1914, à vrai dire, je n'en sais trop rien, mais une sorte de parodie de composition cubiste, on aperçoit un bout de cheval, le musicien lui-même se confond avec son instrument qui est brisé. Il y a même une signalétique de gare ferroviaire, la gare Saint-Lazare, vraiment à la manière des papiers collés des cubistes des années 1912-1913. Donc voilà une œuvre rare que Dufy a jugé bon de conserver. Et puis des choses aussi assez étonnantes, comme ce très bel autoportrait, lui aussi inconnu, jamais exposé à ma connaissance, où Dufy joue sur le contraste entre un œil noir et un œil clair, avec ces très beaux rehauts de gouache blanche. Et puis des bizarreries, des choses qu'on n'arrive pas à relier à d'autres projets, par exemple ce dessin un peu humoristique, représentant des réalistes adorant la réalité, qui est un dessin qu'on peut découvrir dans le fond du musée de Nantes. Et puis je voudrais peut-être finir sur deux dessins que vous verrez à Lille. Ce sont des dessins assez touchants qui sont faits sur un matériau peu académique, hein, puisqu'il s'agit de napperon. Ici, Dufy est représenté avec une infirmière américaine à Boston, hein, où il est traité à la cortisone, et il parle de torture. Hein. Il accuse son infirmière plaisamment de torture us. Et puis sur le même type de papier, également à Lille, un dessin là aussi humoristique, Le Garage, où Dufy a représenté un ensemble de ces chaises roulantes dont il est un usager évidemment tout à fait obligé en raison de son mauvais état de santé. Alors, vous voyez, cette notion de fonds d'atelier est intéressante parce que c'est un peu ce qui reste finalement. Alors, ces derniers dessins que je vous ai montrés, il n'est pas anodin que Dufy les ait conservés. Ils sont apparemment sans valeur, autre que sentimentale, sans doute, et surtout, ils ont échappé. Alors, je ne parle pas à ces dessins américains qui sont plus tardifs, ils ont échappé aux purges auxquelles Dufy a régulièrement soumis ses tiroirs. L'une d'elles est documentée. En effet, nous savons, par une lettre que Dufy écrivait à sa compagne Bertresse, restée à Perpignan, nous savons que dans l'hiver 1943, donc en pleine occupation allemande,
Dufy se trouvait seul dans son atelier parisien de l'impasse de Galma, atelier mal chauffé, et il a entrepris de trier ses dessins. Et il décrit de façon assez saisissante de quelle façon il a procédé. Je lis Dufy. J'ai eu besoin de vérifier tout mon passé. J'ai ouvert cartons et tiroirs, et j'ai détruit tout ce qui me semblait mauvais. J'ai voulu effacer la trace de mes fautes. Ah, j'ai été écœuré par cette besogne, mais un peu soulagé. Et il ajoute, je n'ai fait que remettre de l'ordre dans tous mes dessins et études, détruit peut-être 300 dessins et aquarelles, tous mauvais. Et il en reste encore autant dans les tiroirs. Ceux qui sont bons, ceux qui contiennent des renseignements, et ceux auxquels je suis attaché par les souvenirs des efforts de ma jeunesse pour arriver au point où je suis arrivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on ne peut pas mieux résumer la façon dont se constitue au fil des années un fonds d'atelier. Celui reçu en héritage par le Centre Pompidou l'illustre mieux que tout autre, tout en constituant, me semble-t-il, une source inappréciable de connaissances pour l'œuvre de Raoul Dufy et pour sa personnalité si attachante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian Brien. Vous êtes, merci parce qu'on l'a dit, c'était la première fois que vous faisiez cet exercice. Donc vous en êtes tellement brillamment tiré que vous avez été limpide et qu'il y a assez peu de questions. On va s'accorder 10 minutes pour y répondre. Il y en a 4 ou 5. Je vais vous les poser dans l'ordre. La première, toute simple, c'est est-ce que vous avez une œuvre préférée de Dufy et si oui, pourquoi? Ça, c'est une question personnelle à laquelle j'aurais du mal à répondre, mais oui, je suis très attaché au Bestiaire, le livre fait en commun par Apollinaire et Dufy, que c'est un ouvrage tout à fait exceptionnel, mais j'aurais sans doute d'autres œuvres à désigner. Il y a une œuvre disparue de Dufy, qui n'est pas une œuvre sur papier, que je rêverais de voir. Dans les années 20, Dufy a fait le décor du salon d'un grand appartement parisien, celui du docteur Viard, qui était un extraordinaire panorama représentant la vallée de la Seine. C'est une œuvre que je ne connais que par la photographie, qui est peut-être une des plus belles que Dufy ait réalisées, mais qui est aujourd'hui en main privée dans une collection japonaise, je crois. Et c'est une œuvre que je ne connais pas. Merci. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque et c'est une confirmation. Vous hésitiez sur la localisation de la parade de Serail. Donc, Cordelia Tori confirme que c'est au Met de New York. Oui, oui, c'est le Met. Alors, une autre question, c'est vous avez évoqué l'état de santé de Raoul Dufy. Et donc, de quoi souffrait-il? En fait, il souffrait d'une polyarthrite extrêmement douloureuse. Alors pendant longtemps, on a prétendu c'est en attrapant froid dans un hangar de Saint-Ouen qu'on lui avait prêté pour brosser le gigantesque décor de la Félixité qu'il avait contracté cette maladie. Et en fait, en faisant des recherches, notamment sur l'œuvre de guerre pendant la Première Guerre mondiale, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Il se trouve que j'ai fait un catalogue sur cette question au musée d'Épinal. Et donc j'avais été voir le livret militaire de Dufy aux archives départementales à Rouen. Et dans le livret figurait le fait qu'il était déjà atteint de cette polyarthrite. Donc c'est vraiment une maladie, parce que c'est une maladie dégénérative, j'en sais rien, je suis pas médecin, mais donc il a toute sa vie souffert de cette maladie. Et arrivé aux années 40, il était dans un état absolument lamentable. Il a subi. S'il s'est réfugié à Perpignan, c'est qu'il y avait un médecin qui l'a invité à se faire soigner dans sa clinique, le docteur Nicolo, et c'est la grande période de son séjour à Perpignan. Et puis un jour, dans Paris Match, un médecin américain, le professeur Homburger, a découvert une photographie de Dufy. Il a vu ses mains complètement déformées et il était en train d'expérimenter un tout nouveau remède, la cortisone. Et il a invité Dufy à le rejoindre dans l'hôpital où il a pratiqué à Boston. Et Dufy a été l'un des tout premiers
artistes, en tous les cas, à subir des injections de cortisone. Dans un premier temps, on a cru à un miracle, et puis il est revenu en France, et en fait, il est plus ou moins mort, semble-t-il, d'une surdose de ce traitement. Merci. Je vais terminer peut-être avec deux questions. Plus sur le fond de l'œuvre de Raoul Dufy. La première est comment Dufy considérait-il ses dessins? Je crois que la citation que j'ai donnée pour finir dit bien ce qu'était le dessin pour lui. D'abord, c'est vraiment au cœur de sa pratique, hein, parce que quand on le sait, la moindre des peintures de Dufy, postérieure en tous les cas à son adoption de son style définitif, à la fin des années 10 et au début des années 20, c'est vraiment le dessin est présent à même la peinture. La peinture, c'est un dessin avec des couleurs dissociées qui expriment le mouvement. Donc le dessin est inhérent à toute sa pratique. Et on voit bien dans cette purge de 1943, il y en a peut-être eu d'autres, qu'il y a un attachement à la matérialité même du dessin, et en même temps une grande autocritique, puisqu'il il le dit lui-même, il a énormément jeté. Donc le dessin, pour lui, c'est un point de départ et peut-être un point d'arrivée également. Merci encore. On terminera peut-être sur cette question qui en fait regroupe une question que je voulais vous poser aussi personnellement, qui vient d'Alice Laurie, notre responsable de la conservation au Palais des Beaux-Arts de Lille, et qui vous demande, donc Dufy est un artiste à la fois populaire mais mal aimé, voire même méprisé, notamment par le monde professionnel des historiens de l'art et des conservateurs. Et ma question à moi était comment vous expliquez cette différence entre l'engouement populaire et la forme de désamour du monde des historiens de l'art. Et puis Alice demandait également comment finalement a-t-on redécouvert Dufy et porté un nouveau regard sur son œuvre? Voilà, c'est deux grandes questions qui demanderaient du temps pour y répondre pleinement. Peut-être commencer par effectivement le léger mépris qu'a longtemps suscité l'œuvre de Dufy de la part des spécialistes. Elle remonte à loin. Matisse, par exemple, on le sait, dès la période fauve, considérait que Dufy n'était pas sérieux, n'était qu'un de ses suiveurs. Il a tout fait pour empêcher la galeriste Dufy, qui était aussi sa galeriste à l'époque, Bert Weil, pour qu'il ne figure pas dans la même exposition que lui. Donc il y avait déjà une forte critique au sein même de la communauté artistique. Après, c'est évidemment, Dufy reste toute sa vie un artiste figuratif, hein, et qui plus est attaché au bonheur, à la légèreté, toutes catégories qui ne sont pas le fond de ce qu'aura été le grand parcours des avant-gardes, hein, du XXe siècle. Cela dit, je crois que les choses ont beaucoup changé, y compris ces dernières années, et je ne suis loin d'être le seul conservateur à m'intéresser à Dufy. Moi-même, j'ai toujours été un peu aiguillonné par ce léger mépris qui entoure des artistes comme Dufy. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'au moment où, quand j'ai commencé à travailler sur Dufy, ce qui était intéressant, c'était justement de travailler sur des artistes qui finalement étaient peu travaillés, peu explorés. Et contrairement à Matisse, qui est un artiste, on trouve toujours des choses à dire sur Matisse, mais c'est un artiste dont la carrière, si vous me permettez l'expression, a été labourée et relabourée. C'est beaucoup moins le cas pour Dufy. Et je pense quand même que ce fond de dessin que je vous ai un peu montré cet après-midi montre bien qu'il y a toujours des découvertes à faire chez un artiste comme celui-ci, dont l'œuvre est gigantesque. Il y a beaucoup d'œuvres de Dufy qui nous échappent encore, qui sont en main privée. Il suffit de jeter un œil sur le catalogue raisonné de l'artiste. Beaucoup de vignettes en noir et blanc qui sont reproduites correspondent à des œuvres que nous n'avons jamais vues, qui sont on ne sait où. Donc il y a beaucoup de découvertes à faire. Et puis, vous savez, on est un peu revenu, enfin vous le savez comme moi, ces dernières années, du grand récit de l'histoire des avant-gardes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif à d'autres artistes qui n'ont pas forcément été des artistes d'avant-garde, mais qui ont développé une œuvre extrêmement personnelle et qui réjouit le cœur.
comme pour Dufy. Ah, je ne vous entends plus. Oui, pardon. Je disais, merci Christian Brien. Nous allons rester là puisque l'heure court. Merci encore d'avoir bien voulu vous prêter cet exercice qui était une première pour vous, donc vous êtes brillamment tiré. Merci. C'est l'occasion pour moi aussi de dire que cette conférence a été enregistrée et que si elle est d'une qualité suffisante, nous la mettrons en replay et nous veillerons donc en ligne pour que vous puissiez la revoir. Il y a eu quelques questions. Alors, évidemment, des questions nouvelles sont arrivées auxquelles on ne pourra pas répondre malheureusement, mais quelques questions sur la suite de ces conférences. Les deux prochaines à venir, l'une par Valerio Vassallo autour des mathématiques et de l'art le 28 janvier à la même heure, et ensuite Étienne Breton et Pascal Zuber autour de Boilly. Vous savez, nous venons de faire une nouvelle acquisition le 29 janvier, donc le lendemain. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous. Je remercie aussi l'équipe technique du musée qui s'est attelée à cette tâche de ces conférences en ligne. Et merci à toutes et à tous de votre écoute. Au revoir. Merci, au revoir à tous.